Bonjour David. Bonjour. Donc on est à la BD, on reçoit David Sala pour son dernier ouvrage, Le poids des héros. Voilà. Donc on va parler de ton livre pendant le temps qui nous est accordé. Donc ton bouquin, pour ceux qui... Tout le monde l'a lu j'espère, parce que là il va y avoir du spoil, mais alors dommage pour toi Simon. Voilà. Donc ton bouquin, c'est un bouquin autobiographique qui du coup met en scène des histoires un peu de famille sous une version un peu onirique vue par un petit garçon au début. Cet angle en fait, cette approche au niveau de la narration, c'est tout de suite, tu l'as eu depuis le début ou tu as testé un petit peu des choses, la façon de raconter ces histoires, parce qu'on sent que le moteur de départ c'était de pouvoir raconter ces histoires qui t'ont forgé en quelque sorte. Alors ça a été le premier grand défi, c'est-à-dire comment raconter l'histoire de ces gens, de ce qu'ils ont traversé, vécu. Et, c'est vrai que au tout début on est tenté par l'idée de faire une sorte de récit un peu exhaustif, un peu documenté. Et rapidement je me suis aperçu que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, parce que même si forcément pour moi mes grands-parents c'est des personnes forcément spéciales pour moi, mais en réalité plein de gens ont dû vivre la même chose, donc cet angle-là me paraissait pas très intéressant. Donc en fait le jour où j'ai compris qu'en réalité il fallait que je parle de moi et pas forcément de mes grands-parents, en tout cas dans la manière de diriger ce récit, en fait ça a ouvert des portes et au moment où je me suis aperçu que en réalité je voulais parler de cette transmission, de justement cette histoire, voilà, de quelle manière elle agit sur moi, mais sur les gens de manière générale, et donc le point de vue de cet enfant m'a permis de faire ce livre. Sinon je pense que je ne l'aurais pas fait. Tu ne l'aurais pas fait de cette façon-là ou tu l'aurais pas fait? Non, je ne l'aurais pas fait parce que c'est vraiment cet angle-là qui m'a permis de trouver la manière de parler de mes grands-parents et surtout de parler de cette transmission, de cette mémoire qui peut être parfois un peu encombrante. Ouais, parce qu'en fait, du coup, ce qui est intéressant, c'est que on le sent bien en te lisant, c'est de la transmission orale, un peu comme dans les familles ou comme dans on raconte une histoire à la fin de repas ou des copains qui passent et le truc arrive. Et en fait, il y a ce prisme, ce regard de l'enfant en fait qui capte un petit peu des fois des bribes, il joue à côté. Et de là, en fait, tu vas essayer de recréer un petit peu, mais on a l'impression vraiment que tu as voulu mettre en image tes souvenirs d'enfance, mais que tu n'as pas voulu refaire texto ce qui avait pu se passer, notamment quand ton grand-père s'échappe à cheval. Il y a un côté très Chagall, on va dire, dans l'image, dans l'esprit, et il y a un côté onirique qui est hyper intéressant. Et en fait, c'est en ça, du coup, je te demandais tout à l'heure si dès le départ, tu avais un petit peu songé à faire ça sous ce prisme-là, ou plus documenté. Non, mais voilà, du moment où l'idée de se faire ce livre sous cet angle-là, donc à travers justement ce regard de cet enfant, forcément, il fallait que je travaille l'émotion de manière différente. Donc il fallait se rappeler de quelle manière je voyais ce grand-père qui s'échappe comme ça, qui doit partir du jour au lendemain, traverser l'Espagne. Et bien sûr, moi je le voyais comme un personnage épique, et ce cavalier comme ça, alors que ça devient bien plus compliqué. Bien sûr. Ouais. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est parce que tu n'as pas dû le connaître longtemps, du coup, ton grand-père, quand il était petit, quand il décède finalement. Donc en fait, c'est des images en fait, qui font appel au passé. On a l'impression que c'est ce qui est compliqué, en fait, des fois, c'est le côté fantasmé du souvenir qu'on va mettre en image, et finalement, effectivement, on va s'écarter de la réalité, ça c'est sûr. Mais en même temps, par ce prisme-là, en fait, ça te permet de mettre énormément plus d'émotions en fait dans l'image, parce que quand même ton livre c'est un livre très pictural en fait. On sent que tu aimes la peinture quand on te lit, quand on voit le livre. Et c'est vrai que du coup ça permet d'évoquer énormément, je pense, la peinture et ce que tu aimes dans l'image, quoi, le fait de voir ce côté onirique un peu. Il y a l'aspect, goût de la peinture, mais
mais au-delà de ça, c'est aussi de trouver la manière de raconter cette histoire. C'est-à-dire que il y a certaines séquences où je me pose la question de savoir comment je vais traduire mon ressenti d'enfant, de ce que je m'en souviens, et donc forcément on se dit bah non, là l'aquarelle ça passera pas, donc il faut peut-être trouver autre chose, peut-être oui le pastel ça ira, donc ok je vais faire ça avec le pastel. Une autre séquence, le pastel, bah non c'est trop léger, donc qu'est-ce que je vais utiliser, peut-être la gouache, ok on va essayer avec la gouache. Donc en fait le médium me permet de raconter. Alors bien sûr qu'il y a ce goût de la peinture parce que c'est aussi ce que j'aime, mais je crois que le livre, il a aussi de l'intérêt par justement la manière dont il va aborder ce sujet-là. Si je l'avais fait à l'encre de Chine en noir et blanc, ça aurait été la même histoire, mais certainement que l'impact pour le lecteur aurait été tout autre. Et donc je continue d'être persuadé que la couleur, elle raconte également. Ah oui, énormément, oui. Non, je pense que tu as complètement raison. En noir et blanc, on aurait eu un truc beaucoup plus austère, et effectivement, c'est souvent la question qu'on se pose quand on a à traiter, je pense, je me place aussi du point de vue du dessinateur parce que je dessine, mais des images un petit peu dures comme des images de camps de concentration. Et effectivement, c'est tout de suite des fois plus facile d'évoquer des choses un peu dans des tons un peu gris, tu sais, comme les images d'archives qu'on a de l'époque. C'est ça, ouais, noir et blanc. Et là, en fait, tu utilises des couleurs un peu vives, et notamment ce magenta qui n'est pas tout à fait rose, mais qui n'est pas vraiment rouge non plus. Et en fait, il y a une couleur qui est plutôt apaisante, ou généralement qui est très acidulée, une couleur un peu bonbon, malabar, on va dire, et que tu vas utiliser pour des choses qui sont des armes, les bouches en fait, et le sang en fait, finalement, pour les trucs dangereux. Et du coup, ça t'est venu comment de détourner, pas forcément détourner, mais d'utiliser ce code un petit peu, c'est graphique, vraiment purement graphique, sur l'image, tu places ton magenta comme ça, ou parce qu'il est quand même très présent, hein, on le voit sur les pages de garde, sur le dos de l'album. Je l'ai pris un peu comme un fil conducteur et justement comme une espèce d'avertisseur. Alors, je sais pas, comment tu l'as abordé toi? Alors le premier élément, c'était de se dire, cette scène-là, la scène que tu évoques, ouais, c'est un peu le sommet du livre, c'est-à-dire que c'est la scène où on ne peut pas se tromper, on peut pas être en dessous. Et donc, comment l'aborder, comment la traiter. Alors très vite, je me suis aperçu que je voulais la faire en couleur pour justement me rapprocher forcément de ces gens, de ces déportés. On connaît bien sûr la guerre, on la connaît par les archives, donc par le noir et blanc, par le sépia, par ce filtre. Parce que forcément, le noir et blanc crée un filtre, une distance, même une temporalité complètement différente. Et donc en jouant sur la couleur, forcément, en fait, je me rapproche des gens. D'un coup, ils deviennent contemporains, ils deviennent vivants. C'est des gens qui avaient des sons vivants. Et donc, bien sûr, il y a le regard de l'enfant, mais au-delà de ça, c'était vraiment pour... Alors c'est assez doux au début, tu as des saumons, tu as des trucs comme ça, et il y a une espèce de violence du contraste qui va arriver petit à petit. Alors c'est vrai que le risque, c'était justement d'édulcorer ou de rendre ça juste beau, quoi. Et finalement, plus je me suis mis à travailler sur ces séquences, plus je me suis aperçu qu'en fait la couleur, même les couleurs très vives, hein, on a pu voir juste après les couleurs jaunes, on est presque sur c'est après. Voilà. Donc là, même sur ces teintes-là, c'est-à-dire que là c'est une scène terrible de pendaison, mon grand-père est condamné à mort, et en le faisant, je me suis aperçu que ces couleurs qu'on identifie à quelque chose de joyeux, soudainement prenait de par l'histoire et la mise en scène, une violence nouvelle. Et donc ce rose qu'on associe à quelque chose d'enfantin, comme tu disais, quelque chose, tout d'un coup la couleur devient narratif et ce rose devient très violent. Donc finalement ça m'a montré aussi, parce qu'en travaillant on découvre des choses aussi sur son travail, que
finalement, on ne connaît pas tout encore, et on peut découvrir des choses. Et narrativement, en changeant la manière dont on doit utiliser habituellement des couleurs, on peut révéler une nouvelle palette et une nouvelle façon de raconter ces parce que là, séquences. c'est presque la palette de l'île aux enfants, quoi. Exactement. Oui, c'est des couleurs, ce qu'on appelle fauves. C'est presque des couleurs sorties du tube. Ouais, tout à fait. Ouais. Et pour les anecdotes que tu nous racontes, tu as fait un choix d'anecdotes que tu allais nous raconter, ou très vite celles-ci se sont imposées parce que c'est les plus fondatrices, entre guillemets. Alors quand on construit un récit, une bande dessinée, en réalité il faut que chaque séquence fasse sens. En fait, c'est pas uniquement juste un plaisir de raconter ma petite vie, mais juste de dire qu'est-ce que j'ai bien sûr une direction, j'ai un point de vue, et naturellement des choses sont venues, donc forcément tu fais appel bien sûr à tes souvenirs, et donc des choses qui collent naturellement. Et qui crée un lien parfois invisible, mais tout est lié. Et l'idée c'était ça. Même parfois les scènes plus légères, comme les scènes de jeu par exemple, c'est des séquences importantes. Je pense à une séquence où je pars jouer, faire du vélo, et on va... La maison hantée. La maison hantée, ouais. Mais juste avant, il y a une autre séquence qui est véridique, où je me retrouve un jour dans les toilettes, et puis mes parents, il y avait plein de livres, et dont un livre sur la déportation. Et donc je l'ouvre et je tombe sur des trucs horribles, évidemment, terrifiants. Et donc ce moment, je me rappelle parfaitement, c'est très clair dans mon esprit encore aujourd'hui. Mais ce qui était important dans cette scène, c'est de montrer que on peut vivre quelque chose de fort, de traumatisant presque, et l'instant d'après, l'enfant a une capacité on appelle maintenant de résilience, c'est-à-dire qu'il peut basculer, et quand il doit jouer, il va jouer. Et il n'y a pas d'apitoiement, ça c'est quelque chose qui se rapproche plus à l'adulte, mais l'enfant, en un claquement de doigts, il passe, il est ailleurs. Et donc il va, dans cette séquence-là, je me retrouve à aller jouer, alors que l'instant d'avant... Et donc c'est de montrer que finalement, plusieurs fois, je joue sur cet élément, parce que c'est aussi de montrer que finalement il y a des choses invisibles qui nous... on ne voit pas tout chez l'enfant, évidemment, et que la joie de vivre ou les rires peuvent cacher autre chose aussi. Donc c'était cette importance-là. Ouais, puis je pense pour le récit, cette séquence, elle est importante parce que ça va nous permettre d'avoir des images après que tu vas créer. Et on sent que ces images ont le côté enfantin sur les couleurs. Et en même temps, le visuel, il ne l'a pas inventé, le gamin. C'est-à-dire qu'il a vu des déportés, il a vu des nazis. Il se doute un peu et il fait son histoire avec sa palette de couleurs et ce qu'il a vu dans le livre. Bien sûr. Et je pense qu'en ça, elle est hyper fondatrice. Cette séquence, elle est hyper importante, effectivement. Et, c'est dans les toilettes. Oui, c'est cette séquence-là. Ouais. D'ailleurs, les images que le petit David voit, elles sont en noir et blanc, par contre, là, effectivement, comme dans le livre. Oui, parce que dans le livre, oui, la transformation vient après. Oui. Et un magnifique poster de Magritte. Oui. Qui était dans beaucoup de toilettes, je pense. Ouais. Moi, j'avais dans ma chambre. Ouais. Dans ma chambre. Il a fallu demander l'autorisation à la Fondation Magritte. Et quand je l'ai fait, quand même. Pour l'anecdote, je fais la planche, et à un moment donné, j'ai un coup de fil de Castarène pour me dire peut-être qu'il va falloir l'enlever, ton poster, parce qu'il faut demander l'autorisation. Je dis ça va, c'est une petite image, regarde, puis je l'ai refait. C'est pas une reproduction, donc je l'ai redessiné. Ceci n'est pas un Magritte. Ceci n'est pas un vrai Magritte. Mais quand même, donc à la fin, on a eu l'autorisation pour voir. Mais l'espace de quelques jours, j'ai un peu craint de devoir changer le poster. Ça m'a embêté parce que c'est vraiment le vrai poster qu'il y avait dans ces toilettes. Donc voilà. Il y a un côté très en résonance avec l'actualité, je pense, qui en plus arrive à donner à ton récit une dimension malheureusement actuelle. À l'époque où tu le finis, tu te rends pas compte que... J'imagine que... Non, tu te rends pas compte, tu te rends même pas compte. En fait, au moment où
où l'idée arrive, émerge. En fait, la première réaction, moi quand j'en parle à mes éditeurs, c'est de me dire ils vont pas vouloir faire un livre pareil parce que qui ça va intéresser déjà. Et forcément tu prends ça comme c'est ta petite histoire personnelle, évidemment. T'as pas le recul de voir la part d'universel. Au départ tu vois juste tu parles de tes parents, de tes grands-parents. Donc j'étais vraiment loin d'imaginer que ça pourrait déjà intéresser un éditeur et voilà, et maintenant et des lecteurs après, oui. Alors maintenant j'ai des témoignages, etc., des gens qui viennent me parler, donc c'est assez incroyable, mais au départ oui, c'est pas aussi évident que ça. Et bien sûr ça joue à ce qu'on vit aujourd'hui, et évidemment que il y a une espèce d'effet miroir où on en parlait justement cet après-midi, et dire que finalement aujourd'hui les gens fuient un pays, ils fuient une dictature, comme mon grand-père, mes grands-parents ont fui la dictature de Franco parce que c'était la mort assurée pour eux. Donc finalement les choses n'ont pas changé, et en fait on a l'impression que l'humanité va beaucoup évoluer. Oui, ça c'est le problème. Ouais. Effectivement, on est un petit peu résigné de ce côté-là. Du coup, à un moment, il y a au début du récit, parce qu'on a parlé du côté onirique de ton récit un peu, mais il y a aussi un côté très ancré dans la réalité. Et je pense que c'est en ça qu'on retrouve tous notre Madeleine de Proust, parce que tu arrives en fait à chaque fois à nous parler d'événements, de choses qu'on a vécues à cette époque. Alors ça peut être des détails des fois, on parlait du Télé 7 jours tout à l'heure, moi je m'en souviens très bien du Télé 7 jours, ou d'autres choses, ou de Steve Austin, enfin bref, de trucs un peu fondateurs de la culture pop, de trucs qu'on a tous vécu, les papiers peints, tous ces trucs-là, on en parlait tout à l'heure avec Valérie. Du coup, tu as un récit très très coloré. On reconnaît tout de suite, on ouvre l'album, on tombe sur les années 70, on reconnaît très bien les teintes de l'époque, et même le côté un peu jaune des images, en fait, tu sais, comme certaines photos qu'on va passer un peu le temps. Pour trouver ces teintes, d'un point de vue technique, toi, tu retouches un peu ta colorimétrie après, ou tu arrives à tomber une teinte, non, là, j'essaie, à l'inverse, j'essaie de retrouver au maximum les teintes de mes originaux, et ça c'est ce qui est le plus compliqué. Donc les originaux, on essaye de faire au mieux. Donc en général, c'est souvent un peu moins bien. Voilà. Ah ouais. On a encore un peu de mal à retrouver vraiment toutes les couleurs, et même des couleurs qui n'existent pas sur ordinateur, on a du mal. Certains verts, le vert du début là, le vert première séquence, c'est un vert, un pastel très particulier, un vert très puissant. D'accord, impossible, c'est impossible. Ouais, certains bleus aussi, impossible. Ben voilà. Ouais. Donc en vrai, il est mieux. Et du coup, sur ces discussions-là, je reprends cette séquence au début où il y a des amis de tes parents qui sont là. Il y a un discours très libertaire, on chante Brassens. C'est des choses pareilles qui t'ont marqué à l'époque, qui te sont restées encore après. Ces ambiances ou ces façons, ces modes de pensée, on va dire. Parce qu'il y a une phrase, moi, que j'avais trouvé vraiment hyper importante. En fait, à un moment, il y a un personnage, ils ont une discussion, et je sais plus si c'est avec ton père, mais il y en a un qui dit: le problème de faire une révolution dans la violence, c'est qu'elle finit toujours par donner le pouvoir aux plus forts et aux plus hargneux, et ils finissent toujours par reproduire le même système. Donc déjà dans les années 70, il y avait énormément de contestations, beaucoup d'anards, de révolutionnaires. On s'était déjà dit que le communisme, déjà, c'était bien à la base, mais que ça n'avait pas forcément amené à mieux. On replonge un peu dans cette époque-là. Toi, t'en as gardé quoi de cette époque-là, du coup J'en ai gardé une espèce de sensibilité, à cet esprit-là, cet esprit un peu de gauche, contestataire, Charlie Hebdo, et voilà. Mais forcément, après, on grandit, on vieillit, et puis
rend compte que c'est pas aussi simple et que les choses sont encore plus compliquées que voilà. Donc forcément, maintenant, mon esprit est plus modéré, mon point de vue est plus modéré, mais surtout, j'ai l'impression qu'à cette époque-là, il y avait encore une possibilité de faire changer les choses. Il y avait un espoir parce que finalement, l'ennemi, entre guillemets, il était là, c'était la bourgeoisie, c'était l'armée, c'était la religion, c'était quelque chose qui était là, c'était effectivement lutter contre un esprit un peu réactionnaire, donc c'était palpable, c'était là, donc il y avait une possibilité d'acquérir une liberté, de pouvoir faire, de changer la société. Aujourd'hui, l'ennemi, quand je dis l'ennemi, c'est encore entre guillemets, il est partout, c'est-à-dire qu'il est dans nos téléphones, parce que c'est les grands groupes industriels, parce que forcément on peut déplorer ce qui se passe pour l'environnement, mais en même temps c'est nous qui alimentons le réchauffement climatique en achetant des téléphones, en achetant des nouvelles bagnoles, et en consommant. Donc c'est tout le paradoxe en réalité, on est les soldats de notre propre ennemi. Alors que les Barbapapas nous avaient prévenu que c'était mal, quoi. Il l'avait dit. On avait été prévenus. Je me permets de citer un peu de pop culture comme ça parce que en fait j'ai adoré. Mais il y a aussi, non mais c'est de la culture. Il y a aussi Watu Watu qui était très écologique, hyper écolo. Très écolo. Mais du coup, je pense qu'il y avait le désir d'une génération d'essayer d'éduquer les jeunes justement à l'écologie et aux problématiques qui déjà arrivaient à l'époque. Et que bon, il n'y en a qu'une partie du coup qui ont retenu Watu Watu et Barbapapa et finalement. En tout cas, je crois qu'on fait vraiment partie de cette génération qui a beaucoup dessiné les Strange et les Spider-Man, visiblement. Parce que quand j'ai vu la case où tu refais un Spider-Man, j'avais oublié que je faisais ça moi aussi. Ah ouais. Alors je dessinais beaucoup Hulk, je crois, mais Spider-Man, je dis que ouais, j'en ai fait plein aussi. Ouais, mais ça continue, c'est que... Mais ça aidait pas mal, je trouve, parce qu'on voyait bien l'anatomie du personnage et tout ça. Pour dessiner les muscles, je m'entraînais. Exactement. C'était très utile. Ouais. Mais ouais, je dessinais un paquet de... Pour ça, les Strange, c'est très fondateur. Et donc, parallèlement à l'histoire de tes parents et tes grands-parents, pardon, les tragédies un peu qui les accompagnent, en fait, à l'échelle du petit David, finalement, il y a une tragédie aussi qui va lui arriver, c'est la perte d'un camarade de classe. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Et on est dans le fait divers, là, carrément. Enfin, là, c'est un fait divers, oui. Carrément, ouais. Qui s'est passé à l'époque, avec quel âge, du coup Je sais pas, j'avais 8 ans, 8-9 ans. Ouais. Et ça a dû énormément... Le gamin, ça a dû vraiment te marquer énormément, quoi. Moi, ça m'a marqué, mais on en parlait tout à l'heure. En fait, ce type de fait divers, il n'y avait pas forcément de communication dessus. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de cellule de crise. Personne nous a consolé de quoi que ce soit. Moi, j'ai aucun souvenir d'avoir eu une discussion avec des professeurs, voilà. Et donc on devait se démerder avec ça. Les profs vous en ont pas parlé à l'école? J'ai pas de souvenir de ça. Alors bon, après, ils sont pareils, je fais à partir de mes souvenirs, mais j'ai aucun souvenir de... Mais bon, ça n'existait pas, les cellules de crise à l'époque. Donc quand il y avait une problématique, on se démerdait. Donc, et puis, il y a la seule chose qui était très présente, c'est la rumeur. C'est ce que je montre dans le livre. C'est pour ça que je le décris comme moi je l'ai vécu. C'est-à-dire, en fait, on a juste l'info par les uns, par les autres. Parfois, c'est contradictoire. Et puis, on se fait sa propre vérité. Même aujourd'hui, je ne sais pas concrètement ce qui s'est passé. Je connais la finalité, mais je fais comme je fais pour tout le livre, c'est-à-dire je raconte avec ce que je sais. Et je n'ai pas cherché à en savoir plus. Bon, c'est très compliqué parce qu'à l'époque, il n'y a pas Internet. Donc, mais voilà. En plus, pareil, sur le cheminement et sur... on parlait du poids de l'héritage, en fait.
ce qui est intéressant, c'est que de ce fait divers, en fait, le petit David va se faire un parallèle avec l'histoire des grands-parents. C'est-à-dire qu'on lui a parlé des nazis, des camps de la mort. C'est ce qui est arrivé à ce gamin. Et du coup, on retrouve dans l'imaginaire les stigmates, en fait, des camps, en fait, sur cet enfant, en fait. Oui, disons que cette scène-là, je l'ai intégrée parce qu'elle me servait encore une fois dans mon récit. Évidemment, il y a un lien. Effectivement, je reviens sur ce que tu disais, c'est-à-dire ce que l'adulte peut faire. Donc après, même la peur de l'adulte. Oui, tout à fait. Évidemment. Oui. Qui après, on le ressent, bien sûr. Donc, voilà, sur des cadrages, sur des choses comme ça, sur des... Et donc ça participe à ça. Alors ça participe aussi de peut-être, j'imagine, de choisir un métier où finalement je peux rester quand même dans une zone d'imaginaire plus présente, plus riche. Alors peut-être que là je réfléchis en parlant, mais c'est pas impossible aussi. Oui, tout à fait, ouais. Et ce qui est marrant aussi dans ton récit, et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'auteurs qui sont prêtés à ce jeu-là, c'est que tu arrives à mettre en abîme d'autres bouquins sur lesquels tu as bossé. Du coup, au fur et à mesure que tu grandis, tu rentres à Émile Cole, on voit un peu ton passage, il y a des ellipses qui se font après ton enfance, et tu commences à avoir des contrats, et tu racontes un petit peu comment ça se passe. Et le fait de mettre en abîme tes bouquins, on est un peu dans l'introspection du coup. T'as redessiné des cases ou oui. Alors pas tout, tout, des choses, mais la plupart sont redessinées effectivement. Ton projet de fin d'études sur Don Quichotte, tu l'as redessiné? Non, ça non, parce que en fait c'est tellement ancien. Je pourrais plus refaire ça parce que forcément je vois surtout ce qui va pas, donc j'aurais tendance à vouloir corriger, et c'est pas une bonne idée, donc il va le laisser dans son jus, voilà. Non, encore une fois, c'est pas pour montrer absolument mes travaux, c'est juste pour montrer qu'en réalité, quand on dessine, quand on fait un travail comme ça artistique, en réalité, on est imprégné par ce que l'on est, et on dessine aussi selon notre état d'esprit, et bien sûr, ce moment-là, dans cette séquence-là, il faut que le temps passe, je dois arriver à l'âge adulte. Et donc, comment raconter ce temps qui passe? Bien sûr, c'est de passer, alors, dans un premier temps, par des discussions que j'ai avec ma mère pour montrer les événements. La transmission encore que c'est ça, la transmission également, et puis de montrer que finalement mon travail avance, mon travail va arriver à une certaine limite, je l'explique dans mon livre, et de voir qu'en réalité les problématiques personnelles deviennent des problématiques artistiques, et que l'impasse dans laquelle je me trouve à ce moment-là, en fait, les deux se rejoignent. Et donc, pour régler une problématique, il faut régler l'autre. Et que c'est pour montrer ce lien. Et que tout d'un coup, il y a une porte qui s'ouvre, et forcément, cette porte va s'ouvrir aussi dans mon travail. Et c'est vrai que tu parlais des problématiques personnelles et artistiques, et je reviens encore à ces planches-là, mais quand je vois les planches, effectivement, sur l'écran de la mort, on ne peut pas s'empêcher de penser, c'est peut-être parce que je suis dessinateur, mais je pense que d'autres gens te l'ont peut-être demandé aussi, c'est comment on est à la fin d'une journée après avoir dessiné des planches comme celle-là, en fait. C'est des planches qui sont beaucoup plus dures, tu vois, que des planches de discussion de salon, par exemple, pour reprendre d'autres planches que tu as, ou des planches de balade en voiture. Et là, je pense qu'à la fin de la journée, je me suis dit, ça doit quand même remuer. On peut pas passer à table tout de suite le soir. Enfin, il y a un moment où non, dur. Alors, en plus, ces planches-là sont réalisées presque en direct, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de dessins. C'est juste une esquisse, un peu les personnages, très peu. En fait, tout est fait directement à la peinture. Donc, il y a une part d'improvisation. Gouache, du coup. Gouache. Et quand on dessine, c'est vrai que pour bien dessiner quelque chose, en fait, il faut quand même le revivre. Donc, il faut que l'émotion soit là. Donc, forcément, moi, j'étais dans une
dans un état de grande concentration, parce qu'en plus le fait d'être dans une couleur directe et pas dans un geste artisanal répétitif fait que on ne peut pas se tromper évidemment. Bien sûr qu'il y a la charge du sujet, mais en plus vient s'ajouter l'émotion qu'on doit y mettre. Et donc cette émotion-là, elle te saisit entièrement. Donc c'est un travail qui se fait dans une grande rapidité, une grande intensité, et effectivement, à la fin de la journée, tu es juste rincé. Parce que tu sens bien que tu donnes un maximum et que tu mets tout ce que tu dois mettre. Et donc on sort de ce travail finalement qu'on peut parfois avoir d'artisans où bon, on a un savoir-faire et les planches s'enchaînent comme devaient enchaîner certains dessinateurs qui font des séries. C'est-à-dire que voilà, les planches se ressemblent et on est juste en train de raconter une histoire. Là effectivement, on est dans chaque séquence, il y a une intensité qu'on doit retrouver nécessairement. Et donc cette intensité doit passer par un engagement absolument total. Donc, ce qui rejoint ce que tu dis sur le fait qu'on termine la journée un peu épuisé. Ouais, j'imagine. On a évoqué tout à l'heure, mais en fait, c'était ce rapport à la peinture en fait, qu'on voit sur tes planches. C'est-à-dire que, je t'avais dit, on a l'impression vraiment que tu es un amoureux de la peinture quand on voit tes planches, parce que ça évoque énormément de choses, énormément d'artistes, et en même temps, il y a le poids des héros qui est le poids, effectivement, peut-être, effectivement, l'histoire des grands-parents. Et qui sont fondatrices, mais aussi le poids, on a l'impression en double lecture aussi de tout ce bagage artistique finalement que tu as accumulé, que tu as digéré, et qu'à ta manière en fait tu vas nous resservir tout en... Voilà, on se dit, ah ça m'évoque des choses, mais en fait tu as suffisamment effectivement d'expérience pour pas balancer, on parlait de Klimt tout à l'heure, juste un motif de Klimt, c'est autre chose, c'est une tapisserie, c'est réinterprété, c'est... Pour toi, c'est hyper important ce bagage peinture ou artistique, ou finalement ça fait partie juste de ta façon d'écrire et de nous raconter des histoires? En fait, quand tu travailles, en réalité, quand je dessine, je pense à aucune de ces références-là. Oui, mais tu les as en fait intégrées finalement, non? Alors, il y a ça, mais c'est vrai qu'il y a aussi des choses que les gens mettent. C'est-à-dire que quand on parle sur cet album-là de Klimt, il n'y a rien de Klimt là-dedans. Absolument rien. Non mais je te dis Klimt parce que en fait, non, mais je pense que c'est pas le seul. Tu vois, c'est les motifs. C'est-à-dire que sur on parle de ça, Klimt il n'a jamais fait des dessins comme ça. Non, c'est sûr. Absolument jamais. Par contre, quand les lecteurs me viennent, me disent on dirait du Klimt. Donc je pense qu'il y a quelque chose que je ne saisis pas. Et effectivement, une autre image, on en parlait tout à l'heure, mais c'était assez drôle cette image-là, effectivement, qui est très colorée. Et ces motifs-là, il n'y a rien de Klimt là-dedans. Non, c'est très pop en plus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, on m'en parle. Mais parce que peut-être j'ai fait la couleur de Benchy, et donc on m'associe effectivement. Alors effectivement, c'est peut-être plus, on voit mieux dans tes dessins de Benchy que tu reprends. Bah là, c'était même l'idée de départ. Donc c'était presque le concept du livre. D'accord. De faire une robe. Hommage directement. Bah, le texte était écrit comme ça. C'est une fée avec une robe en or. Donc une robe en or. Tu alternes beaucoup, du coup, jeunesse et bande dessinée. C'est-à-dire que sur tes prochains projets, là, tu vas repartir plus sur quelque chose peut-être de plus léger, ou jeunesse, ou tu t'as envie d'autres récits un petit peu Alors, ça sera pas un récit personnel, ça c'est sûr. Ouais. Ouais, je pense que là. Ouais, t'as fait le tour. Ouais, c'est bien. Ouais. Et puis, oui, voilà, il faut aller ailleurs. Et puis je suis en train de réfléchir. Est-ce que je fais un album jeunesse? Est-ce que voilà, il y a des choses. En bande dessinée, il y a déjà une idée assez qui est en train de se mettre en place, mais voilà, il faut laisser aussi. Là, je suis quand même beaucoup encore
dans ce poids Non, des héros, donc dans il le livre. faut laisser Ouais. voilà, ce livre un peu, il faut que je m'en détache un peu. Bon, très bien. Je me demandais s'il y avait des gens qui avaient des questions à poser à David, du coup. Moi, je voudrais en poser une. Bah, vas-y, Valérie. Les albums jeunesse par rapport à la BD, comment ça se positionne dans ton univers? C'est-à-dire que les albums jeunesse, tu en as fait beaucoup, des BD, c'est la troisième, si je m'abuse, quatrième. Ah oui, il y a l'autre, 4. Ah non. Alors, Beaucoup bah voilà, plus, en après, fait, parce que le replay, plus. t'as 3 tomes. Il y a ou non Ripley, oui, mais je parle de l'intégrale de Ripley. Hein. Ah, Donc, non, en fait, il y a 3 replays, il y a 4 Nicolas Emmerich, il y a Ah oui, 2 j'ai One oublié of Nicolas Us, Emmerich. il y a un Cauchemar dans la rue. Ah, ouais, ça, je l'ai pas lu. mais t'es sur des trucs très différents, là, du coup. Ouais, c'est très différent. One of Us, c'est chez Soleil, c'est ça, ouais. Mais non, mais on parle de quantité de bande dessinée, ouais, donc c'est vrai. en quantité, Mais moi, il y a autant de BD que de l'album jeunesse, Oui, mais voilà, donc je me trouve. Mais par contre, pour toi, ce qui est qui te ressemble le plus en fait, par rapport à tes réflexions, c'est plus facile de faire un album jeunesse, plus compliqué de faire une BD, tu irais plus naturellement vers quoi? alors, moi, naturellement, je pense que je vais vers la bande dessinée. Parce que c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier, c'est pour la bande dessinée. Après, l'illustration, c'est assez exaltant à faire parce que c'est des grandes images, on peut... En plus, c'est souvent une sorte de... parfois un peu un mini-laboratoire, des choses que j'essaye. C'est vrai, sur le dernier livre jeunesse que j'ai fait avec Carole Martinez, c'était... là, c'est dans ce livre-là où j'ai mis du pastel, par exemple, pastel gras. Et c'est vrai que, voilà, après les livres se répondent... Alors, ce qui était vrai il y a quelques années, l'est moins aujourd'hui, dans le sens où, en fait, plus j'avance et plus la frontière entre les deux univers se rétrécit. Par exemple, quand j'ai fait Cauchemar dans la rue, qui est un polar noir, très 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 noir, très peu de temps avant, j'avais fait La colère de Benshi. Et ces deux livres, je crois que c'est l'opposé absolu. Mais à ce moment-là, j'ai toujours trouvé ça enthousiasmant de pouvoir aller dans la lumière, dans l'obscurité ou d'aller chercher d'autres choses. Après, au fur et à mesure, et le premier, ça a été Le jour d'échec, où clairement l'idée était de créer un pont entre la jeunesse et la bande dessinée. Et sur le poids des héros, c'est encore plus marqué. Comment est-ce qu'on arrive à passer, comment est-ce que tu arrives à passer d'un bouquin à un autre, de quelque chose comme Le joueur d'échecs à Le poids des héros, et après en faisant en même temps de l'illustration jeunesse? En tu réalité, sur plusieurs à la fois ou tu Non. Concrètement, il faut un sas de décompression de quelques semaines, parfois quelques mois. Parce que quand je travaille sur un livre, en fait, je suis entièrement dans ce livre-là. C'est-à-dire qu'il faut que émotionnellement, je ne peux pas faire autre chose. Et donc c'est difficile d'y rentrer et c'est difficile d'en sortir. Et une fois que j'y suis, après le travail se fait, mais disons qu'il faut... En fait, tu explores une partie de toi différente. C'est-à-dire que chacun de mes livres, je les revendique parce qu'en réalité, ils sont très proches de moi, même les plus sombres, évidemment. Et les plus lumineux aussi. C'est-à-dire que quand je fais La colère de Benshi, je suis aussi sincère que quand je fais Cauchemar dans la rue. Tu as une part d'ombre en toi, tu veux nous en parler? Je vais faire un livre dessus. Je pense que je vais en faire un livre. Ce serait une bonne idée. Donc j'en ai fait un livre. Voilà, ça sert à ça aussi. Et j'aime beaucoup aussi l'image de fin que tu mets avec tous les objets qui nous rappellent l'histoire, qui arrive en toute fin de l'album. Je trouve que c'est une super conclusion un peu à l'histoire, parce qu'on va retrouver plein d'objets qu'on a vus tout au long, le revolver des Beatles, Renault, le T7 jours, le Strange, la tasse mobile. Et toujours le portrait du grand-père aussi. Et le portrait du grand-père. C'est pour montrer qu'il existe vraiment. Mais oui. Et à un moment, tu sais, je me suis demandé s'il existait vraiment ou tu l'avais créé pour avoir un lien tout au long du récit, parce qu'on commence par ce portrait, il est des fois dans les rêves aussi, le côté onirique, et à la fin,
ta fille qui le trouve dans ton atelier et elle l'accroche ou elle le met dans un endroit un peu en évidence et tu finis le récit là-dessus. Et j'ai trouvé que c'était un super fil conducteur. Et je me suis dit, ah, bah ça, je dis, si ça se trouve, le portrait il n'existe même pas en fait. Et en fait, je tombe sur cette page à la fin, je dis, ah la vache, il existe en plus le portrait. Et il est chez toi du coup. Ouais. Super, c'est une belle histoire quand même. Est-ce que quelqu'un avait d'autres questions à David ou... Vous voulez juste boire un coup? Ouais, c'est ça en fait, ils ont soif. Merci David pour cette histoire déjà.